Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés nombreux aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Lydie, chargée de mission prévention pour Aesio Mutuelle. On vous propose aujourd'hui le webinaire qui s'intitule Alimentation détox, info ou intox, donc qui sera aujourd'hui présenté par Manon Haro, diététicienne. Pour rappel, ce webinaire s'inscrit donc dans la programmation Prévaesio, qui est donc le service prévention d'Aesio Mutuelle. Toute l'année, nous vous proposons des parcours de prévention sur différentes thématiques. Tout d'abord, en vous informant lors de webinaires interactifs comme aujourd'hui, qui sont donc ouverts à tous, adhérents Aesio et non adhérents. Un deuxième niveau qui est de faire le point grâce à des bilans individuels par téléphone ou dans une agence Aesio que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu tester. Et puis enfin, agir avec des cycles d'ateliers à distance ou en suivant éventuellement un programme d'e-coaching santé. Les bilans et les cycles d'ateliers sont réservés à nos adhérents en priorité. Pour rappel, vous pouvez retrouver toute la programmation via votre espace adhérent en accédant à la page Mes services et rubrique Prévaesio. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez éventuellement consulter librement l'agenda qui est donc en ligne sur notre site ensemble.aesio. Je vais laisser la parole à Manon. Pour rappel, vous pouvez accéder au chat en bas à droite. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Nous sommes ensemble pour 1 heure et je vous retrouverai en fin de webinaire pour vous donner quelques informations complémentaires. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Manon. Merci Lydie. Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur ce webinaire sur l'alimentation détox dont on entend beaucoup parler après les fêtes de fin d'année. Donc, le but de ce webinaire, ça va être un petit peu de démêler le vrai du faux sur cette thématique. Donc, je vais vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, en introduction, on verra si on doit faire une détox après les fêtes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? On développera un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est une alimentation détox. On verra les types de régimes qui existent et on verra aussi s'ils couvrent réellement nos besoins nutritionnels. On discutera ensuite des risques potentiels pour la santé et finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait après les fêtes pour voir un petit peu retrouver son poids de forme après des excès qui sont, je le rappelle, normaux. Donc, on va avoir à chaque fois des petits quiz avant chaque partie. Donc, on va avoir ce premier quiz sur l'introduction. Dois-je faire une détox après les fêtes ? Je vous laisse répondre à cette question. Si je prends 3 kilos après les fêtes, c'est forcément 3 kilos de graisse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux d'après vous ? Alors, on a 42 votes, donc on attend encore quelques petits votes. Ok, bon, on va partir sur cette base-là. Alors, il y a 80% de faux et 20% de vrai. Alors, la réponse, c'est faux. Si je prends 3 kilos après les fêtes, ce n'est pas forcément 3 kilos de graisse. On va un peu mieux le définir ensemble dans cette première partie. Mais globalement, il y a beaucoup de rétention d'eau parce qu'on mange plus salé et plus sucré. Donc, très souvent, notre poids revient à la norme assez rapidement parce qu'il lui faut un petit peu de temps pour éliminer cette rétention d'eau. Donc, finalement, on doit faire une détox après les fêtes. Souvent, après les fêtes, il y a beaucoup de personnes qui ont mangé plus riche, ce qui est normal. On mange des mets qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer le reste de l'année, que ce soit le foie gras, que ce soit la bûche, que ce soit les chocolats. On est sur une alimentation qui est plus riche en général et plus généreuse. Très souvent, on consomme plus de sel, plus de sucre. On a une consommation d'alcool qui peut être aussi plus importante que d'habitude. Donc, forcément, ça va avoir une conséquence sur les habitudes alimentaires par rapport aux habitudes alimentaires.
Et on a parfois un rythme différent aussi, enfin même assez souvent, c'est-à-dire qu'on est parfois attablé pendant très très longtemps, on va faire peut-être moins d'activité physique, dormir peut-être pas aux mêmes heures que d'habitude. Donc tout ça, il faut se dire que ça bouscule quand même beaucoup notre rythme quotidien et que ça peut avoir un impact sur la balance. Donc le résultat fréquent, c'est une moyenne, hein, mais le français moyen, il prend jusqu'à 3 kilos sur la balance après les fêtes. Et ça peut s'accompagner aussi un petit peu de troubles du transit, des sensations de ballonnement qui ne sont pas forcément très, très agréables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après les fêtes, très souvent, on a l'envie de se remettre au vert, de faire quelque chose, d'entreprendre un changement alimentaire parce que on a bien mangé et que ça a été une période où finalement, presque on a été lassé de manger. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir finalement comment on fait après les fêtes. Avec ces excès, finalement, qu'est-ce qui va vraiment se passer dans le corps? Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, les repas de fête, ils sont souvent plus salés et plus riches en glucides. Les glucides, c'est pas que le sucre, hein, c'est aussi les glucides, les féculents. Et en fait, il faut savoir que d'une part, le sel, ça va favoriser la rétention d'eau dans le corps. Donc, c'est assez commun que quand on mange très salé, on fasse un peu plus de rétention d'eau et que le glycogène, qui est la réserve glucidique de notre corps, qu'on va trouver au niveau du foie et au niveau des muscles, il va stocker 3 grammes d'eau pour 1 gramme de glycogène. Ça veut dire que si j'ai mangé plus de glucides, j'ai peut-être un peu rempli mes stocks de glycogène. Et ces stocks de glycogène, il faut savoir qu'ils stockent aussi de l'eau en plus de stocker les glucides. Donc, les glucides, comme le sel, ça favorise la rétention d'eau. La conséquence, c'est que le poids, il va augmenter assez rapidement, mais ce n'est pas forcément du gras. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. C'est qu'il faut un excès calorique assez important hein, pour arriver à faire 1 kg de gras dans notre corps. Donc finalement, après les fêtes, c'est très souvent de la rétention d'eau et cette eau, elle va être éliminée naturellement en quelques jours parce que le corps, il est capable de s'adapter, de se réguler et que le poids, il va revenir à la normale assez rapidement finalement. Donc après les fêtes, c'est pas forcément la peine déjà de monter sur la balance trop vite parce que c'est pas forcément significatif et en tout cas, ça veut pas dire que vous avez pris, si vous avez pris 3 kilos, vous n'avez pas pris 3 kilos de gras, ça c'est sûr et certain. Finalement, on va introduire un peu l'alimentation détox. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément comment la définir parfois. Donc on va faire un petit quiz pour commencer, encore une fois. Donc, l'alimentation détox n'est pas reconnue scientifiquement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux d'après vous? Alors là, on a 45 votes. Ça ressemble un petit peu au pourcentage de tout à l'heure. Alors, on a 75% de vrai et 76% de vrai, 24% de faux. Donc, effectivement, l'alimentation détox, c'est vrai, ce n'est pas reconnu d'un point de vue scientifique et on va voir un petit peu pourquoi. Finalement, ce terme, on y met tout et rien et il a surtout une grosse vocation marketing. Alors, finalement, l'alimentation détox, c'est une définition très floue avec souvent des petites phrases sur soit les aliments détox qui sont vendus sur Internet ou les régimes détox qu'on peut voir fleurir aussi à cette période de l'année ou même des fois en parapharmacie. On va avoir plusieurs promesses marketing derrière ce terme, finalement, nettoyer l'organisme, éliminer les toxines, repartir à zéro, perdre rapidement du poids, détoxification hépatique. Mais la problématique, et c'est la problématique principale dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est que ces termes, ils sont non définis et non reconnus scientifiquement, mais finalement, ils sont très attractifs et ils profitent du fait que vous ne saviez pas forcément quoi faire pour perdre du poids, pour vendre des produits vous permettant d'avoir une perte de poids plutôt rapidement. Donc, ça n'a vraiment, le terme détox en soi, le régime détox, n'est pas à proprement parler reconnu scientifiquement, comme pourrait l'être par exemple le régime méditerranéen, qui est très connu, qui est très réglementé. Le régime détox, c'est tout à fait autre chose et ce n'est pas reconnu scientifiquement.
Donc, finalement, on va voir quelques exemples d'alimentation détox qu'on voit très, très souvent après les fêtes fleurir un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les magazines. Enfin, voilà, on va en lire un petit peu partout des informations. Alors, on a notamment la monodiète, les monodiètes, parce qu'il y en a plusieurs. Finalement, le principe d'une monodiète, c'est de consommer un seul aliment pendant plusieurs jours. Alors, ça peut être la pomme, ça peut être le riz, ça peut être la soupe. Ce qui fait qu'on a des apports nutritionnels qui sont très limités et une alimentation qui est très monotone puisqu'on est sur un seul type d'aliment qu'on consomme à volonté. Mais finalement, en termes d'apports nutritionnels, on verra si on s'y retrouve ou pas. Ensuite, on a des régimes alimentaires à base de jus qu'on voit beaucoup fleurir aussi. C'est souvent soit déjà préparé, soit on vous invite à préparer ce type de jus à la maison. Donc, c'est des jus de fruits et légumes sur plusieurs jours. Il y a très peu de mastication dans ce type d'alimentation, donc finalement, très peu de satiété aussi, puisque la mastication, elle est très importante pour ressentir la satiété. Peu ou pas de protéines et de graisses, parce que dans ces smoothies, dans ces jus, on va finalement mettre que des aliments qui contiennent de l'eau, des fibres et un peu de glucides. Et c'est des aliments souvent présentés comme brûle-graisse, donc on va très souvent voir des jus type citron, ananas, ce genre de choses. Alors oui, on a montré qu'il y avait des fruits et légumes qui pouvaient avoir des bienfaits, agir un petit peu plus sur le métabolisme. Pour autant, ce ne sont pas des aliments miracles. Donc très souvent, on va présenter ça comme un argument marketing que ces jus sont brûle-graisse. Quelques exemples aussi, on va avoir le jeûne, donc le jeûne intermittent ou total. Le jeûne, ça va être le fait de supprimer totalement ou quasi totalement l'alimentation. Ça peut être simplement une alimentation à base de boissons, de tisanes, de bouillons. Et ça peut être intermittent, c'est-à-dire que finalement, on va laisser… L'intermittent va être beaucoup plus souple que le jeûne total. Le jeûne intermittent, il a pour but en fait de laisser une phase plus importante, supérieure à 12 heures, entre deux repas. Donc finalement, en général, on essaye de laisser 16 heures. Et donc, en règle générale, soit on ne prend pas de petit déjeuner et on ne prend que le déjeuner, le repas du midi et le dîner, soit on ne prend que le petit déjeuner et le déjeuner et on ne prend pas le dîner pour laisser une période suffisante sans consommation alimentaire. Donc, c'est un peu moins strict le jeûne intermittent que le jeûne total. Le jeûne total, lui, il a pour but de ne rien consommer d'alimentaire et il peut durer 1, 2, 3 jours, 4 jours, tout dépend s'il est prolongé ou non. On va encore avoir d'autres régimes très restrictifs, assez populaires, dont vous avez certainement entendu parler, comme le régime soupe aux choux, le régime mayo, le régime citron détox. Alors, tous ces régimes, ils sont très hypocaloriques. Le but, c'est de vous faire consommer beaucoup moins que vos besoins au repos. Donc, on va être sur des besoins, des apports énergétiques au quotidien inférieurs à 800 kilocalories par jour, ce qui est très peu. Très peu de variétés également. Souvent, il y a un aliment ou une boisson centrale. Par exemple, dans le régime soupe aux choux, c'est la soupe aux choux. Dans le régime citron, on est vraiment sur des boissons à base de citron essentiellement. C'est presque un jeûne d'ailleurs. Dans le régime mayo, ça va être les œufs. Voilà, on est un peu proche de la monodiète, mais on a beaucoup plus… c'est très centré sur finalement les fruits et les légumes, cette famille-là d'aliments. On se remet vraiment qu'au vert, quoi. Et du coup, il y a plein d'autres familles d'aliments qui ne sont pas intégrés dans cette alimentation. C'est un régime qui va être suivi pendant plusieurs jours et qui promettent, ce sont des régimes qui promettent une perte de poids rapide, un petit peu comme tous ceux qu'on a vus avant. Je vais regarder déjà un petit peu s'il y a des questions, parce qu'on a… il n'y a pas de questions, j'ai l'impression. Donc, j'essaierai de répondre un peu entre chaque partie, mais j'y répondrai également à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser. Et puis, petit à petit, j'y réponds entre chaque partie et je prendrai en plus un temps à la fin. J'ai oublié de vous le dire au début. On va faire la troisième partie maintenant, donc on va parler un petit peu de nos besoins nutritionnels. On va voir ensemble si ces régimes alimentaires dont on vient de parler, les monodiètes, le jeûne, le fait de boire des jus, est-ce que ça va vraiment couvrir les besoins de notre corps. Donc un petit quiz. Manger un seul type d'aliment pendant quelques jours permet de reposer le système digestif.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, la séparation est moins évidente sur cette question. Alors, on a à peu près 65% de faux et 35% de vrai. Donc la réponse, c'est plutôt faux. En fait, le fait de manger un seul type d'aliment, une seule typologie d'aliments, ça va quand même mettre en place les systèmes digestifs. Alors certes, ce ne sera pas les mêmes choses qu'on digère, on n'aura pas à digérer des protéines, des lipides, etc. Mais pour autant, ça va beaucoup stresser l'organisme, hein, finalement, de se retrouver qu'avec un seul type de nutriments par rapport à d'habitude. Et d'ailleurs, sur les monodiètes, quand on parle avec les gens qui en ont déjà fait, on se rend bien compte que le corps, au bout d'un moment, reprend ses droits parce que c'est très, très difficile à tenir cette monotonie. Et en fait, on finit par en avoir besoin aussi psychologiquement, quoi, de manger autre chose. Et ça stresse l'organisme de se retrouver qu'avec une seule source alimentaire, un seul type de nutriments tout d'un coup. Donc, on va faire un petit rappel de nos besoins journaliers, de qu'est-ce que c'est la balance énergétique en premier lieu. D'abord, il faut savoir que notre corps, il fonctionne comme une balance. Au quotidien, on a des apports alimentaires, donc qui vont être apportés par tous les aliments qu'on mange, contiennent des nutriments, et ces nutriments nous apportent des calories. Il y a aussi les boissons qui comptent, attention, parce que les boissons peuvent aussi apporter beaucoup de calories. Si on prend l'exemple des sodas, des jus de fruits, des sirops, de l'alcool, on va avoir des calories dans ces boissons-là. Et on va avoir les dépenses qui sont représentées à la fois par les dépenses journalières de notre corps, c'est-à-dire que notre corps, il fonctionne en autonomie toute la journée, il dépense de l'énergie pour faire fonctionner tous les organes, pour faire fonctionner le cœur, pour faire fonctionner le cerveau. Finalement, on a un besoin de repos qui est déjà très important. Et à ça s'ajoute l'activité physique. Et encore autre chose, la thermorégulation. Donc finalement, les apports, ça va être le côté alimentaire, donc tout ce qu'on va apporter dans l'alimentation et les boissons. Et les dépenses, ça va être notre dépense de repos, notre activité physique et la thermorégulation qui va aussi dépenser de l'énergie. Donc finalement, si j'ai plus d'apports que de dépenses, ce qui se passe, c'est que j'ai une prise de poids. La prise de poids, elle peut aussi s'expliquer, comme on l'a vu tout à l'heure, par de la rétention d'eau, par plein de choses. Donc globalement, ces apports et dépenses, c'est assez mathématique, ça s'explique comme ça. Si j'ai plus de dépenses que d'apports, forcément, je vais mettre ma balance dans l'autre sens et je vais certainement perdre du poids. Il y a Attention, c'est très simpliste, mais en même temps, c'est scientifiquement vrai. La balance énergétique, elle est vraie, mais elle est influencée par plein d'autres facteurs. Elle est influencée par nos hormones, elle est influencée par le sommeil, elle est influencée par le microbiote. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur le fait qu'on a un surpoids ou un poids plus bas que la moyenne. Il n'y a pas que l'aliment et la dépense. Il n'y a pas que l'apport et la dépense. Il y a plein de choses qui vont jouer dans notre corps et qui vont déréguler cette balance entre guillemets. Au niveau des besoins journaliers, là, on en a déjà un petit peu discuté. On a parlé du métabolisme de base qui s'additionnait avec l'activité physique et qui finalement donnait nos besoins énergétiques chaque jour. Le métabolisme de base, on l'a déjà dit, ça correspond aux besoins énergétiques incompressibles de l'organisme. Donc, en fait, c'est la dépense minimum quotidienne qui permet à notre organisme de survivre, de répondre à ses besoins correctement, de tout faire fonctionner correctement. Donc là, je vous ai mis une petite moyenne pour vous montrer qu'en fonction des personnes, on n'a pas du tout les mêmes besoins énergétiques. Par exemple, pour un sportif, on est autour de 2800. Ce sont des moyennes, hein, attention, on a tous vraiment nos propres besoins. Pour un homme, en moyenne, c'est 2600 kilocalories. Pour une femme, c'est en moyenne 1900 kilocalories par jour. Donc, c'est pour vous montrer que les besoins énergétiques, ils sont très individu dépendants et qui vont beaucoup varier. Finalement, la principale variante, ça va être l'activité physique, à quel point on en fait. Est-ce qu'on est plutôt sédentaire ou est-ce qu'au contraire, on a une activité physique très importante?
nos besoins journaliers pour les couvrir, donc ces besoins en calories, on va compter sur les aliments qui contiennent des nutriments. Et les nutriments dont on parle, ce sont les protéines, les lipides et les glucides. Les protéines, pour vous donner un ordre d'idée, ils représentent 10 à 20% de mon total calorique de la journée. Les lipides, ils représentent 35 à 40% de mon total calorique de la journée. Et les glucides, ils devaient représenter près de la moitié de mon apport énergétique total de la journée. Donc finalement, quand on fait une monodiète ou qu'on fait un régime détox, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, il y a une famille ou deux familles de nutriments qui passent à la trappe et on va se mettre que sur un seul type de nutriments. Donc, on va un petit peu stresser notre corps qui ne comprend pas ce qui lui arrive d'être privé du jour au lendemain des choses dont il a besoin, puisqu'on se rend bien compte que tous les jours, notre corps, il a ces besoins-là. Les protéines, elles vont avoir un rôle sur la structuration musculaire, les lipides, ils vont avoir un rôle hormonal, les glucides, ils vont avoir un rôle énergétique. Donc, en fait, faire un pas sur ces nutriments-là, c'est parfois se tirer une balle dans le pied et c'est mettre en péril un petit peu notre équilibre alimentaire. Donc, pour son fonctionnement, vous l'aurez compris, le corps, il a besoin chaque jour d'avoir des protéines, notamment pour maintenir la masse musculaire, pour avoir une bonne immunité, pour la synthèse d'hormones également. Il a également besoin d'avoir des bonnes graisses, des lipides, donc pour le fonctionnement du cerveau. Il faut savoir que notre cerveau, il est constitué de beaucoup de graisse. Et il va en avoir également besoin pour la synthèse des hormones. Par exemple, les hormones sexuelles sont synthétisées à partir du cholestérol et des graisses. Et il va en avoir besoin également pour les vitamines liposolubles qu'on retrouve que dans les aliments qui contiennent des graisses. Donc, les vitamines A, D, E, K, par exemple. Les glucides, notre corps, il en a besoin. C'est son principal carburant, donc pour apporter de l'énergie, pour que le cerveau il fonctionne correctement, pour que les fonctions vitales fonctionnent au mieux, en fait, pour que tous les rouages fonctionnent bien ensemble. Et puis, bien sûr, l'eau, les vitamines, les minéraux, les fibres, on en a besoin également. Donc, c'est tout un équilibre, l'alimentation, et supprimer une catégorie d'aliments dans un régime, être dans la restriction, ça va finalement mettre parfois en péril cet équilibre nutritionnel. Donc, les régimes détox, on l'a vu, ils suppriment une ou plusieurs de ces catégories. Ils vont créer un déséquilibre nutritionnel assez important. Et les kilos perdus, malheureusement, ce n'est pas forcément ce qu'on espère. C'est-à-dire qu'on perd de prime abord de l'eau, puisque généralement, sur ces régimes détox, on va aussi beaucoup s'hydrater. Et le fait de beaucoup s'hydrater, finalement, ça va permettre d'avoir moins de rétention d'eau. On va également perdre de la masse musculaire parce que quand on fait un régime trop drastique avec qui est vraiment très très bas par rapport à nos besoins, la première conséquence, c'est la fonte musculaire. On perd de l'eau, on perd du muscle. Et ça, c'est très compliqué parce que la masse musculaire, c'est facile à perdre, mais moins facile à prendre. Ensuite, on va perdre les réserves glycogéniques, mais en tout cas, le résultat est là, c'est qu'on va perdre très peu de masse grasse finalement. On va passer à la quatrième partie. Donc, régime détox, quels sont finalement les risques pour ma santé? On va faire un petit quiz pour commencer cette partie. Donc, les régimes détox peuvent dérégler notre sensation de faim. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux d'après vous? Alors, là, vous êtes assez d'accord sur cette question. On a 91% de vrai et 9% de faux. Bien, c'est vrai, ça peut dérégler durablement notre système de faim et de satiété et on va voir comment. Donc ça, je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard dans cette partie-là. Globalement, c'est hormonal. Donc, une des premières conséquences de ces régimes détox et des régimes restrictifs, très restrictifs en général, c'est que cette restriction calorique importante, elle va conduire à un effet yo-yo qu'on connaît assez bien quand on a déjà tenté plusieurs fois de perdre du poids avec ce type de régime alimentaire. Le corps, il va ressentir un stress parce qu'il va percevoir finalement une période de famine. Si tous les jours, on lui donne 2500, 2600 calories et que du jour au lendemain, on commence à lui en donner entre 0 et 500, forcément, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va
économiser de l'énergie. Il va se mettre un petit peu, on peut imaginer comme le portable, il va se mettre en économie de batterie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir le métabolisme, il va ralentir la dépense. Donc, la conséquence, c'est que le métabolisme baisse, le rythme métabolique va baisser. La reprise de poids, elle va être assez rapide après l'arrêt, et ça pour plusieurs raisons, notamment parce que quand on fait ça, quand on fait un régime très restrictif, on va souvent perdre en masse musculaire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la masse musculaire, c'est un des plus gros consommateurs de calories dans notre corps. Donc, moins on a de masse musculaire et moins on a de besoins caloriques dans la journée. Donc ça va encore faire baisser notre métabolisme au repos et ça va être assez traître puisque après, si on reprend une alimentation normale comme avant, si on a perdu du muscle, ça fait que finalement, on a moins besoin d'énergie. Et on a une reprise qui est souvent supérieure au poids initial. Et c'est ça, du coup, ce fameux effet yo-yo, c'est que on a eu une perte de poids phénoménale et puis une reprise de poids très rapide et parfois qui va au-delà de notre poids initial. On va également avoir une dérégulation hormonale assez importante. Alors là, je vais parler surtout des hormones de la faim et de la satiété, mais ça peut concerner beaucoup d'hormones différentes, notamment quand on a des pathologies. Il faut faire un petit peu attention. Hein, si on a par exemple une dysthyroïdie, si on a du diabète, il ne faut pas jouer avec ce type d'alimentation sans avis médical parce que ça peut être très délétère pour l'équilibre hormonal général. Là, on va parler essentiellement des hormones de la faim et de la satiété, donc la gréline et la leptine. Il faut savoir que quand on fait des régimes très restrictifs, on va avoir justement une dérégulation de ces hormones-là avec une augmentation de la gréline. La gréline, c'est une hormone de la faim qui va être finalement sécrétée de manière plus importante et qui va générer une faim plus fréquente et plus intense, dont il va être difficile de se détacher et une diminution de la leptine. Donc, la leptine, c'est l'hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux et qui nous permet d'avoir un sentiment de satiété, de ne plus avoir faim. Et du coup, ça va faire que, puisqu'on a moins de sécrétion de cette hormone-là, on va avoir une satiété qui est moins efficace. Donc, résultat, si on a très souvent ce type d'alimentation ou alors qu'on est sans cesse en train de jongler entre alimentation normale et régime très restrictif, on va déréguler durablement en fait ces systèmes de la faim et de la satiété et ça va conduire un peu à des envies irrépressibles et la perte des signaux internes. Donc, c'est très, très important si on a des problèmes de poids, que ce soit parce qu'on veut prendre du poids ou parce qu'on veut perdre du poids, de se faire accompagner pour ces raisons-là aussi. Parce que quand on tente quelque chose par soi-même, ça peut parfois être délétère pour la suite. Au niveau des carences nutritionnelles, vous vous doutez bien que selon la durée pendant laquelle on va suivre finalement cette alimentation, on risque d'avoir des carences qui se déclarent. D'un point de vue macronutriments, donc les macronutriments, ce sont les nutriments qui nous apportent des calories. Dans ces régimes alimentaires, on va surtout manquer de protéines et d'acides gras essentiels. Et d'un point de vue micronutritionnel, donc les micronutriments, ça n'apporte pas d'énergie, mais ça permet à notre corps de faire beaucoup de réactions chimiques. Donc, c'est très, très important pour le fonctionnement de l'organisme. On va certainement manquer de fer, manquer de calcium, de magnésium et de vitamines du groupe B. Donc voilà, ce sont des régimes qui sont quand même à risque, encore plus quand on est dans une population assez fragile, que sont les personnes âgées, les femmes enceintes. Voilà, on va essayer de faire d'autant plus attention à ce type de population, ou les personnes qui ont des pathologies, les enfants. Enfin voilà, on fait attention à mettre en place, quand on souhaite mettre en place ce type d'alimentation. Et les symptômes qui vont être assez évocateurs d'une carence nutritionnelle. Alors là, je vous ai mis les symptômes assez généraux qui peuvent se présenter pour un peu chaque type de carence. Hein. Mais du coup, si on ressent ces symptômes-là, ça peut valoir le coup de faire une prise de sang pour savoir s'il y a carence. Donc, on va ressentir une fatigue intense, une baisse de la concentration. On peut avoir des troubles de l'humeur avec une irritabilité assez importante, des chutes de cheveux, des ongles cassants. Ça, c'est dû au manque de protéines. On ne va pas réussir à synthétiser assez de kératine. On peut avoir des troubles digestifs. On peut avoir une baisse de l'immunité générale, c'est-à-dire que le moindre microbe qui traîne, on l'attrape. Voilà, tous ces signes-là, ça peut vouloir dire
que le corps est affaibli et ça peut pouvoir indiquer un déficit nutritionnel quelque part. On a également comme risque, on en a déjà parlé, la perte de masse musculaire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment pas terrible de perdre de la masse musculaire. Dans les régimes détox, les apports protéiques ils sont clairement insuffisants. Tous ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'a pas d'apport protéique suffisant. Le corps va du coup mettre en place ce qu'on appelle la protéolyse, c'est-à-dire qu'il va utiliser les muscles comme source d'énergie. Donc, il va progressivement manger le muscle pour s'apporter de l'énergie. Et on va avoir une perte de masse musculaire assez rapide. Et comme je disais tout à l'heure, le gain de masse musculaire est beaucoup plus difficile. Donc, perdre du muscle, c'est vraiment se fragiliser. Il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. C'est une conséquence qui est pas évidente parce qu'en plus, on va avoir un métabolisme qui ralentit. Comme j'expliquais tout à l'heure, le muscle, c'est ce qui consomme le plus de calories au repos dans notre corps. Donc, c'est finalement le personnage principal qui consomme beaucoup d'énergie. Et moins j'ai de muscles, moins je consomme d'énergie. Donc, mon métabolisme au repos, il est plus bas. Admettons, je suis très sportif, assez musclé, j'ai un métabolisme de base qui est autour de 1900 calories. Et ben, si je suis quelqu'un d'assez sédentaire, que j'ai pas trop de muscles, que j'ai perdu de la masse musculaire parce que je suis pas très j'ai fait un régime détox où j'ai perdu du poids très rapidement, j'ai eu une perte musculaire et j'arrive à finalement un palier vraiment inférieur où ma dépense au repos, ça représente 1300 kilocalories. Donc, c'est vraiment une grosse variable, cette masse musculaire, et c'était ce que je souhaitais faire comprendre. Donc, on risque d'avoir aussi une silhouette moins tonique. Alors ça, c'est plutôt l'aspect esthétique, mais ça peut être très important pour certains. Une reprise de poids qui est facilitée parce que la baisse du métabolisme de base va faire que si on reprend une alimentation comme avant, eh bien, finalement, elle ne correspondra plus à nos besoins actuels. Et une augmentation du risque de dénutrition. Alors là, je parle notamment des personnes les plus fragiles. Chez la personne âgée, une perte de masse musculaire, c'est assez dramatique parce que ça augmente le risque de chute, ça augmente du coup le risque de développer d'autres maladies, d'attraper plus facilement des virus. En fait, ça fragilise très globalement l'organisme. Donc, la perte de masse musculaire est une des conséquences les plus graves, finalement, des régimes trop drastiques. Et enfin, c'est quelque chose, c'est un des aspects auxquels on pense un petit peu moins, mais finalement, plus on va rigidifier l'alimentation, plus la relation à la nourriture, elle va s'altérer et se fragiliser. Donc, ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire, hein, de conduire ce type de régime, puisqu'on va classer les aliments comme bons ou mauvais pour notre santé, qu'on est dans l'hyper-contrôle alimentaire, que ce soit de l'aliment qu'on mange ou que ce soit de la quantité qu'on mange. Cette alternance de restrictions qui va être poursuivie très souvent par des, je n'ai pas trop trouvé le mot, mais des craquages, des impulsions alimentaires, c'est très compliqué à vivre et ça altère beaucoup la relation finalement à la nourriture et ça va conduire à une certaine culpabilité quand on s'autorise des choses ou des périodes un peu plus cool, entre guillemets. Donc, à terme, les régimes détox, ils peuvent vraiment favoriser les compulsions alimentaires, le fait de faire de l'hyperphagie, donc d'avoir des crises où on ne maîtrise pas du tout ce qu'on mange et la quantité qu'on mange. C'est vraiment un trouble qu'il faut essayer de régler quand on en est atteint parce que c'est très compliqué à gérer. Ça engendre beaucoup de culpabilité chez les personnes qui en sont atteintes. On va avoir parfois une obsession du contrôle, donc être tout le temps dans le contrôle dans tout ce qu'on fait. Qui peut nous handicaper socialement aussi, parce que quand on est tout le temps dans le contrôle alimentaire, qu'on est invité au restaurant et qu'on ne va pas à ce restaurant parce qu'il n'y a pas de choses assez saines, ça peut être par exemple très handicapant d'un point de vue social. Et puis la peur de certains aliments, hein, quand on fait des régimes alimentaires qui classent tel aliment faut en manger, tel aliment faut pas en manger, forcément on développe une peur un peu irrationnelle de certains aliments, alors que finalement une alimentation plutôt variée et équilibrée et sereine, c'est de s'autoriser de tout et comprendre que chaque groupe d'aliments a un peu sa place et que on peut manger de tout sans être forcément en mauvaise santé parce qu'on a fait une raclette hier soir ou ce genre de choses. Donc, en conclusion, quelle alimentation après les fêtes? On va voir ça un petit peu ensemble.
j'ai mis un dernier petit quiz. Donc, après les fêtes, le meilleur moyen de retrouver l'équilibre est de reprendre une alimentation variée et régulière. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, on est 100% sur du vrai, hein. Ok. Alors vrai, effectivement, le meilleur moyen de retrouver l'équilibre, c'est finalement de reprendre vos habitudes alimentaires. Il y aura toujours des périodes où il y a un petit peu des exceptions, il y aura toujours des fêtes de fin d'année, il y aura toujours la galette des rois, il y aura toujours Pâques, il y aura toujours des arguments d'être gourmand et c'est pas grave. Le tout, c'est de savoir que ce qu'on fait le plus fréquemment compte le plus. En fait, s'il y a 80% du temps, ben, j'ai une alimentation qui est variée, qui est équilibrée, qui contient des légumes, des fruits, qui contient des protéines, qui contient un peu de féculents, mais pas trop, qui n'est pas très transformée. Ben, si 20% du temps, à côté, je me fais plaisir, je suis, j'accueille un peu chaque période de fête avec joie et sans culpabilité et sereinement, ben, c'est le mieux, quoi, parce que c'est le mieux à la fois psychologiquement et pour notre corps. Et puis, le plaisir alimentaire, il a toute sa place dans une alimentation équilibrée. Il faut simplement parfois avoir un petit coup de pouce sur qu'est-ce que ça représente finalement une alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est une alimentation santé et savoir s'autoriser à déroger à cette règle. C'est pas parce qu'on est diététicien, diététicienne qu'on mange jamais de gâteaux, de biscuits industriels, de raclette. Enfin voilà, je donne des exemples, mais en tout cas, voilà, on sait, la plupart du temps, les diététiciens, ils savent se faire plaisir et il faut que tout le monde puisse trouver du plaisir dans son alimentation. C'est vraiment très important et ne pas culpabiliser, reprendre simplement un rythme normal et le corps saura se réguler. Donc, faites-lui confiance. Donc, notre corps n'a pas besoin d'une détox, hein. Il sait très bien gérer tout seul. Le meilleur moyen d'aider son corps, finalement, à se détoxifier, ce terme qu'on entend assez souvent, c'est de le nourrir convenablement et de ne pas l'épuiser. Finalement, on a vu ensemble que cette alimentation détox, elle pouvait générer des carences nutritionnelles, stresser notre organisme, qu'elle pouvait le mettre un petit peu en difficulté, alors que finalement, si on reprend une alimentation normale, qui contient des légumes, qui contient des fruits, qui contient des bonnes fibres avec des féculents de bonne qualité, par exemple des légumineuses ou des pâtes ou du riz complet, qui contient des protéines qui apportent des acides gras essentiels comme du poisson gras ou des œufs qui apportent des acides aminés essentiels. En fait, on va essayer pendant cette période, ce qu'on peut faire en tout cas pour lui donner un petit coup de main, c'est de s'hydrater vraiment convenablement, de manger moins de sucreries à la rigueur, de manger plus de fibres, ça c'est vraiment important, consommer assez de fibres, consommer des bonnes graisses, éviter peut-être les plats trop riches en sauce, les panures, les fritures qui vont être peut-être un petit peu plus lourdes à digérer. Voilà ce qu'on peut faire pour l'aider, mais en tout cas le corps, il sait très bien gérer lui-même cette détoxification dont on parle souvent. Les organes émonctoires, donc ce sont les organes qui vont gérer les déchets métaboliques, comme le foie, les reins, les intestins, les poumons. Ils sont là pour gérer les déchets, en fait. Donc, on n'a pas besoin de détoxifier notre foie, puisque le rôle même du foie, c'est de détoxifier tout ce qui se passe au niveau de notre corps. Donc, voilà, pour la conclusion sur la détox, finalement, notre corps est très, très bien fait. C'est une belle machine, donc n'hésitez pas à lui faire confiance. Et pour donner un petit coup de pouce, on en a un peu parlé, j'ai un peu anticipé cette diapo-là, mais on veille surtout à reprendre une alimentation variée, équilibrée, suffisante, et on en a parlé, qui nous procure du plaisir, parce que le plaisir, il est très important. On peut mettre en place quelques gestes qui accompagneront positivement notre corps vers l'équilibre, donc boire suffisamment d'eau. On en a parlé tout à l'heure, le fait de boire beaucoup d'eau, eh ben, ça a un effet diurétique, donc ça nous permet de lutter petit à petit contre la rétention d'eau. Donc l'eau sous la forme que vous voulez, hein, ça peut être de l'eau gazeuse, ça peut être des infusions, du thé, infusion à froid, des eaux aromatisées avec des aromates naturels ou avec du citron, par exemple, comme vous voulez. Le tout, c'est de boire suffisamment. Boire suffisamment, c'est environ 1,5 litre par jour et ça peut aller jusqu'à 2,5 litres selon votre activité.
bouger régulièrement et surtout avec plaisir. On voit aussi beaucoup de personnes qui ont la bonne intention, la bonne résolution, entre guillemets, de reprendre le sport, qui s'inscrivent à la salle, etc. Pensez juste à quelque chose en ce début d'année, c'est penser plaisir dans l'activité parce qu'on n'arrive jamais à tenir quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc si moi, par exemple, je déteste la salle de sport, je préfère les sports en extérieur, eh ben, je me suis inscrite une fois à la salle de sport et ça n'a pas du tout marché, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est finalement questionnez-vous sur qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme activité physique, qu'est-ce qui vous stimulerait, qu'est-ce que vous sentiriez prêt à mettre en place. Essayez vraiment d'être vraiment raccord avec votre corps, avec vos envies sur l'activité physique. Parce que plus vous faites quelque chose qui vous plaît et plus vous arrivez à le faire régulièrement et sans forcément que ce soit un effort et que ce soit difficile pour vous. On peut également penser à dormir suffisamment, reprendre un rythme de sommeil un petit peu plus intéressant. Donc, ça va passer aussi par des routines qu'on arrive à se créer. Peut-être qu'on peut éviter les écrans à partir d'une certaine heure, lire un petit peu avant de dormir pour nous aider à nous endormir sans écran. Ça peut être également éviter les activités physiques trop tardives le soir qui des fois vont retarder l'endormissement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent nous aider à améliorer cette routine de sommeil. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est de dormir ce qu'il vous faut. Et souvent, on sait notre quota de sommeil idéal quand on est en vacances, qu'on n'a pas de réveil. Quand on est en vacances, souvent, les premiers jours, on se lève à peu près à l'heure du travail. Et puis, la deuxième semaine, eh ben, on prend un rythme différent, on prend le rythme du corps. Et ce rythme-là, c'est en général ce qui nous convient le mieux. C'est comme ça qu'on sait souvent de combien d'heures de sommeil finalement notre corps a besoin. Ça peut aider. Et ensuite, être patient avec son corps. Comme je disais tout à l'heure, le corps, c'est une machine qui est extrêmement bien rouée, bien faite. Et il faut être un petit peu patient. Le poids, c'est un chiffre. C'est une donnée qui est importante, mais qui à la fois a ses limites. Si aujourd'hui, je bois 1 litre d'eau, que je me pèse avant de boire mes 1 litre et après mes 1 litre, je ne fais pas le même poids. Et c'est normal. Et ça ne veut pas forcément dire que quand je prends du poids, je prends forcément que du gras. Donc ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête, de relativiser un petit peu là-dessus et d'être patient quand on a eu des périodes un petit peu différentes de d'habitude. Dites-vous que si chaque année, on prenait vraiment 3 kilos de gras à Noël, ce serait là, on serait tous pas en très bonne santé. Donc, en tout cas, rassurez-vous sur cet aspect-là. On a vraiment un corps qui est capable de s'autoréguler de manière très positive. Une dernière petite slide donc, pour vous montrer à peu près comment vous pouvez faire pour équilibrer votre assiette et pour avoir une alimentation optimale après les fêtes et en toutes circonstances. Vous pouvez vous baser sur 50% de légumes, donc la moitié de l'assiette qui représente des légumes. Alors ça, c'est à vous de voir. Ça peut être cru, cuit, cru et cuit. Vous pouvez faire un petit peu des deux. Un quart de votre assiette qui est représenté par des protéines. Donc, les protéines, elles peuvent être animales, donc comme le poisson, le poulet, les œufs, la viande, ou elles peuvent être végétales. Donc, on peut très bien s'imaginer avoir des légumineuses à cette place-là, ou alors avoir du tofu ou une alternative végétale comme les galettes végétales qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup. Et ensuite, un quart de féculents. Donc, les féculents, ça peut être le riz, les pâtes, le pain, les pommes de terre. Ça peut être représenté par plein de choses. Il y a aussi de l'épeautre, du sarrasin. Enfin, vous pouvez vraiment varier les féculents. C'est très intéressant de les varier. Et on ajoute à ça, si on a encore faim, un produit laitier, donc soit du fromage, soit un yaourt, soit une faisselle, soit de petits suisses. Voilà, pareil, vous avez du choix. Et un fruit, donc c'est l'idéal étant un fruit. Après, si vous n'avez pas de fruit, ça peut être une compote, par exemple, qui peut remplacer le fruit. Et on n'oublie pas de s'hydrater correctement pendant les repas. On peut également conduire cette assiette selon nos besoins nutritionnels. Si on a encore faim, si ce n'est pas suffisant, on peut aussi fragmenter l'assiette en tiers. Donc, on peut faire 1 tiers de légumes, 1 tiers de protéines et 1 tiers de féculents.
Ça, c'est vraiment vos besoins individuels. Il faut s'écouter, c'est très important. Et on n'oublie pas dans cette assiette parce qu'on a tendance à les bouder un petit peu en pensant qu'on va prendre du poids à cause d'eux. On n'oublie pas les corps gras. Donc, les matières grasses comme l'huile, les oléagineux qu'on peut mettre dans une salade comme les noix, les amandes, ce genre de choses. On n'oublie pas le beurre. En fait, toutes ces matières grasses, elles sont très, très importantes pour le fonctionnement de notre corps. On l'a vu tout à l'heure, les lipides, c'est 35 à 40% de nos apports énergétiques quotidiens. C'est plus que les protéines. Donc, c'est pour vous faire prendre conscience quand même qu'ils ont toute leur importance dans l'alimentation et dans le fonctionnement de notre corps. Donc, merci de votre attention. Maintenant, je vais passer dans le chat pour répondre aux questions. Je ne sais pas s'il y en a eu. Il y en a eu plusieurs, oui, Manon. Je me suis permise de vous laisser continuer et je me suis dit qu'on garderait un petit temps à la fin. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous assiste pour la lecture des questions? Écoutez, je commence par Ali. Je pense que c'est la première question. Je regarde un petit peu plus haut. Mais... alors, plus on avance dans la présentation, moins on trouve d'attrait au régime détox, une stratégie court-termiste finalement. Eh bien, oui, finalement, la détox, c'est très court terme comme type d'alimentation. Ce n'est pas une démarche durable finalement. Si on a des problèmes de poids, mieux vaut se faire accompagner durablement quand on a un surpoids ou une obésité au cabinet. C'est très rare que ça se règle en une consultation parce que c'est des habitudes qui sont très souvent très ancrées. Et quand on met en place du changement, déjà, changer du tout au tout, on n'arrive pas à le tenir. Le problème de ces régimes alimentaires, d'ailleurs restrictifs, détox, c'est que c'est très brutal pour notre corps, c'est très stressant. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le tenir psychologiquement. Ce n'est pas parce qu'on est faible ou qu'on manque de motivation ou de volonté. C'est simplement que c'est beaucoup trop de changements. Donc, quand on embraye sur une perte de poids, moi, je suis spécialisée dans la prise en charge de l'obésité, donc j'ai l'habitude de rencontrer ce type de public-là, un petit peu moins les publics qui cherchent à prendre du poids. Mais en tout cas, quand on est dans une démarche de perte de poids, c'est très important de se rendre compte que ça prend du temps et qu'il y a aussi beaucoup de travail sur le comportement alimentaire, sur la relation qu'on a à la nourriture. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on travaille et il n'y a pas que le contenu de l'assiette. Et le but n'est pas de priver la personne et de lui dire vous n'avez plus droit à ça, plus droit à ça. Le but, c'est de lui montrer qu'elle a le droit à tout et que finalement, tout est possible dans l'alimentation, mais qu'au fur et à mesure, on avance sur des comportements un peu plus favorables à la santé. Donc oui, les régimes détox, c'est vraiment une stratégie court terme qui fait perdre du poids très rapidement parce que ça tient ses promesses. C'est une réalité, c'est mathématique. Si on apporte 800 calories à un corps qui en a besoin de 2500, ça va marcher de perdre du poids, mais malheureusement, le poids qu'on perd, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup de masse musculaire, beaucoup d'eau. Donc finalement, c'est pas très... c'est une stratégie court terme, comme vous le dites. Voilà. Donc c'est une remarque qui est très pertinente. Que penser d'un régime hypolipidique suite à une pathologie grave? Alors, tout dépend de la pathologie. Souvent, quand on va mettre en place des alimentations hypolipidiques, c'est parfois quand il y a des lithiases, quand il y a eu des petits soucis, parce que la digestion des graisses va nécessiter, par exemple, l'intervention d'acide biliaire. Donc, souvent, on met en place, par exemple, un régime hypolipidique suite à ça. Ça peut être aussi un peu recommandé chez la personne diabétique qui a des complications. Donc, là, c'est vraiment très en lien avec la pathologie. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup d'éléments, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est une alimentation qui est thérapeutique. Donc là, on a surtout parlé de l'alimentation pour quelqu'un de bien important. Et quand on parle d'une alimentation thérapeutique, il y a beaucoup d'éléments à avoir en sa possession. Donc, je ne peux pas répondre à ce type de questions objectivement si je n'ai pas plus d'éléments sous les yeux. J'en profite, Manon, pardon, pour répondre à Armel. Si vous voulez aller plus loin sur le diagnostic, enfin, un accompagnement alimentation, pardon, on propose des bilans individuels téléphoniques donc sur la thématique de l'alimentation qui sont menés par une diététicienne. Donc, si éventuellement, voilà, vous êtes dispo, il y a des créneaux encore de libre. Je pousse, alors pour Armel et pour les autres, mais je vous pousse le lien d'inscription pour la journée de bilan individuel du 6 février. Donc voilà, désolée Manon, c'était juste. Oui, c'est très bien, c'est parfait. Ça répondra sans doute beaucoup mieux à votre demande, en tout cas, Armel, parce que effectivement, ce sont des entretiens d'une petite demi-heure.
et ça Oui. permet vraiment de se recentrer sur une problématique individuelle. Donc, si jamais il y a des questions là-dessus, c'est vraiment plus adapté, effectivement. Les jambes impatientes et bas du dos douloureux à l'immobilité pendant un jeûne est dû à quelle carence? Alors, ça peut être le magnésium, ça peut être le potassium qui vont beaucoup jouer comme nutriments dans la contraction musculaire et dans les influx nerveux. Après, un corps carencé peut développer plein de types de symptômes et pour plein de types de carences différentes. Par exemple, la perte de cheveux, tout à l'heure, je parlais du fait que c'était majoritairement dû au manque de protéines ou de kératine, mais il y a beaucoup de micronutriments qui rentrent en jeu. La nutrition, c'est vraiment très complexe parce qu'il y a beaucoup de synergie entre les nutriments. Et du coup, quand on est carencé dans quelque chose, il est fort probable qu'il y a autre chose encore derrière. Donc, une carence globale, finalement, ça peut déclencher plein de symptômes différents. Et là, je vous ai parlé du magnésium et du potassium parce que ce sont les principaux dans l'influx nerveux et l'influx musculaire, mais il peut y avoir d'autres choses en jeu. Donc voilà, c'est vraiment très holistique la nutrition, il faut prendre beaucoup de recul et il y a beaucoup de nutriments qui rentrent dans les réactions chimiques de l'organisme, mais très souvent, ça peut être ces deux types de nutriments. Que pensez-vous des régimes hyperprotéinés pour les personnes effectuant régulièrement du sport? Alors, ça dépend vraiment de la régularité, effectivement, comme vous l'avez dit. Il faut savoir que les besoins protéiques, ils commencent à vraiment augmenter à partir de 3 séances de sport par semaine, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, pour une personne bien portante, qui n'a pas trop d'activité physique, qui est assez sédentaire, le besoin en protéines, il est entre 0,8 et 1 gramme par kilogramme de poids corporel. C'est-à-dire si j'ai là, je prends une personne de 100 kg parce que c'est plus facile pour moi mon calcul, mais globalement, ça va se retrouver entre 80 grammes et 100 grammes de protéines par jour pour une personne de 100 kg. Si cette personne, elle est très sportive, qu'elle fait des séances régulièrement, son besoin en protéines, il peut légèrement augmenter entre 1,5 et 2,2. Tout dépend le sport effectué. C'est-à-dire que en activité physique, on peut avoir des objectifs différents. Soit c'est juste répondre à ses besoins nutritionnels par rapport à la course à pied, par exemple, on va plutôt être sur du 1,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Mais par contre, si on est plutôt dans une démarche de prise de masse musculaire, on va plutôt aller sur du 2,2 g pour 1 kg de poids corporel. Donc, c'est vraiment très variable. Mais en tout cas, pour la personne sportive, il y a un besoin d'augmenter les protéines puisque notre muscle, il fait sans cesse de la protéolyse, c'est naturel, c'est normal, et de la protéosynthèse. Donc finalement, quand on fait de l'activité physique, on abîme un petit peu sa masse musculaire puisqu'on crée des lésions. Et ces lésions ont besoin d'être réparées grâce à un apport optimal en protéines. C'est pour ça qu'on met en place des régimes hyperprotéinés. Après, attention, très souvent, on rencontre des publics sportifs qui se complémentent vraiment à outrance en protéines. Et le fait de consommer des protéines à outrance, ça ne sert à rien parce que si on en consomme vraiment trop par rapport à nos besoins, ils sont éliminés par le système rénal. On n'a pas de voie de stockage. Les protéines, on n'a qu'à se dire qu'elles font un petit trajet, elles voient là où il y a besoin, elles répondent aux besoins et puis après, hop, elles s'en vont. Donc au final, elles vont passer dans les déchets métaboliques, elles vont passer par le système rénal, finir dans les urines par des déchets ammoniés. Donc finalement, manger trop de protéines, ça peut être un peu délétère d'un point de vue rénal si vraiment on le fait de manière récurrente. Attention, ce n'est pas parce que j'ai mangé trop de protéines hier que je vais tout de suite mettre ma santé rénale en péril, mais en tout cas, se faire accompagner, ça peut être bien quand on cherche à augmenter un peu ses protéines parce qu'il ne faut pas les augmenter de trop, ça peut être délétère là aussi. C'est toute une question d'équilibre à chaque fois sur chaque type de nutriments finalement. C'est tout le temps la balance, trop c'est pas bon, pas assez c'est pas bon, donc se faire accompagner, ça peut être important. Quel type de régime adopter pour perdre du poids sans tout cela peut engendrer, comme on peut le voir, quand une personne fait de la rétention d'eau? Alors déjà, pour la rétention d'eau, premier conseil, on en a déjà parlé, mais mine de rien, l'hydratation permet d'éviter la rétention d'eau. C'est un des premiers points. Ensuite, le fait de manger très salé, ça peut favoriser la rétention d'eau. Donc, si dans le quotidien, on a une alimentation qui est très riche en sel, on peut peut-être essayer de se dire qu'on évite de saler les assiettes, on passe par les épices, les aromates, tout ce genre de choses. Après, on va aussi avoir l'activité physique qui aide un petit peu à gérer
les flux, en fait, hein, la gestion des liquides, la compartimentation des liquides dans notre corps. Mais finalement, une perte de poids, comme on disait tout à l'heure, c'est très individu dépendant parce que là, tout de suite, quand on me pose cette question, je ne sais pas forcément à quelle fréquence vous mangez quoi, quelle quantité vous mangez. Donc là encore, ce serait plutôt à rediriger sur les entretiens alimentaires, peut-être le 6 février, pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, quelle quantité alimentaire vous avez de tel type d'aliments. Voilà, de pouvoir faire un relevé alimentaire, ce serait plus propice pour répondre à cette question. Mais en tout cas, le petit schéma que j'ai montré tout à l'heure de l'assiette idéale, c'est un bon levier pour une perte de poids. La loi de Pareto 80-20 qui marche là aussi. Oui, elle marche tout le temps, cette loi Pareto. Je suis d'accord avec vous. Quels aliments peuvent être consommés à volonté? Alors, les fruits et les légumes, globalement, on pourrait dire qu'ils peuvent être consommés à volonté parce que c'est des aliments qui sont très vertueux pour le corps, qui contiennent des fibres, qui contiennent des bonnes vitamines, qui contiennent des minéraux, qui sont très riches d'un point de vue nutriments sans être très riches d'un point de vue calorique. Donc, une des premières astuces qu'on peut mettre en place si on cherche à perdre du poids, c'est d'augmenter un peu la place des légumes dans l'assiette et de diminuer un peu la part de féculents. Mais ça ne veut pas du tout dire de supprimer les féculents. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on dit d'augmenter les légumes, ça ne veut pas dire de pousser les féculents. Ça veut juste dire d'en avoir un tout petit peu moins quantitativement parlant. Et après, je ne vois plus d'autres questions. Merci. Eh bien, merci à vous. Ça fait plaisir. Ah, je vois qu'il y en a un petit peu en dessous. Vous avez beaucoup de remerciements, hein, Manon. C'est très gentil, merci. Où positionner les légumineuses, hop, attendez, elle a glissé, dans une assiette non végétarienne à la place des féculents? Alors oui, tout à fait. Quand on est dans une assiette non végétarienne, les légumineuses peuvent prendre la place soit du féculent, soit des protéines. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, 100 g de lentilles, ça va être majoritairement des glucides, mais aussi autour de 15 g de protéines. Donc, c'est super intéressant parce que c'est des féculents qui sont plus riches en fibres, plus riches en protéines et du coup qui sont très satiétogènes, c'est très rassasiant. Donc, c'est bien de leur faire une plus belle part dans nos assiettes parce qu'on les oublie très souvent dans notre culture à nous, notre culture alimentaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Besoin en protéines, 1 g par kilo par jour ou par repas? Par jour. 1 g par kilo par jour. Donc, c'est un total protéique. Et par exemple, pour vous donner une idée, on retrouve dans un yaourt 5 g de protéines. Dans un fromage blanc, on va plutôt en trouver autour de 10 g. Dans un steak, on va trouver autour de 25 g de protéines. Dans du poisson, pareil, on a entre 25 et 30 grammes. Donc, en fait, il faut jouer sur ces équivalences protéiques. Vous trouvez beaucoup de schémas sur Internet qui sont très bien faits pour vous dire dans quoi on trouve 20 grammes de protéines. Et donc, ça vous permet de savoir un petit peu vos besoins. Et donc, c'est dans la journée, ce n'est pas par repas, je répète. Pour un régime végétarien, combiner légumineuses et une céréale pour avoir des protéines complètes. Tout à fait, c'est ça l'intérêt. En fait, alors, ça peut être au sein d'un même repas, mais c'est surtout à comptabiliser au sein d'une même journée. C'est-à-dire que ce serait bien d'avoir au mieux un repas qui a à la fois des céréales comme du riz et des légumineuses comme des lentilles, par exemple. Mais si jamais vous avez mangé le riz le midi et les lentilles le soir, ça le fait très bien aussi, attention. En fait, les légumineuses vont être déficientes en lysine, qui est un acide aminé essentiel qu'on trouve essentiellement dans les produits animaux, et les céréales vont être déficientes en méthionine, qui est un autre acide aminé essentiel qui se retrouve surtout dans les produits animaux. Et combiner les deux, vu qu'il y en a une qui a bien la lysine et l'autre qui a bien la méthionine, ça permet d'apporter tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est pour ça qu'on conseille en général de combiner les féculents type céréales, donc le riz, les pâtes, la semoule, avec des légumineuses comme des haricots secs, des lentilles, des pois chiches, parce que ça va vraiment aider à apporter tous les acides aminés essentiels. Après, quand on est végétarien, il y a une source de protéines qui est extraordinaire, c'est les œufs, qui contient tous les acides aminés essentiels pour l'homme. Donc, si jamais on est ouvert à consommer des produits animaux, les œufs, c'est très bien quand on est végétarien.
Donc, merci beaucoup pour les équivalences. OK. Dans un prochain live, serait-il possible d'expliquer qu'est-ce que le cortisol dont on entend beaucoup parler dans les réseaux? Cortisol, c'est une hormone qu'on sécrète beaucoup quand on a du stress. Et le stress, c'est une hormone qui finalement aide aussi dans le corps, puisqu'il va contribuer à la production d'autres hormones, et les hormones cortico-surrénaliennes. Donc, il y a des rôles très importants du cortisol dans l'organisme. Et effectivement, quand on a beaucoup de cortisol, ça peut jouer sur la gestion du poids. Ça peut justement ne pas faciliter la perte de poids. Et ce cortisol, il y a énormément de liens, quoi. C'est très peu alimentaire. En général, ça relève plus de l'hygiène de vie. C'est quand on est très stressé, quand on a peu de sommeil, quand on a peu d'activité physique. Finalement, ça va plus se jouer là-dessus que sur l'alimentation, mais l'alimentation peut aider à éviter les pics de cortisol. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos commentaires, ça me fait très plaisir. Et puis, comme l'a dit Lydie, il y a des places pour les entretiens alimentaires du 6 février. Oui. Je crois qu'on est Donc, déjà... c'est bientôt. Et n'hésitez pas, peut-être, si vous n'êtes pas dispo au créneau restant, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur l'adresse prevaesio@aesio.fr. On prendra le temps de vous répondre et éventuellement de vous rediriger sur d'autres créneaux. Enfin, voilà, donc n'hésitez vraiment pas. Si malheureusement vous n'êtes pas dispo le 6 ou qu'il n'y a plus de créneau, on se fera un plaisir de vous répondre par mail. Il n'y a pas de souci. Et j'en profite avant de vous laisser retourner à votre journée. Merci déjà à tous d'avoir participé. Merci à vous, Manon, pour ce webinaire qui, une fois de plus, je pense, aura été apprécié, intéressant et utile pour tous nos participants. Vous allez recevoir un petit mail automatique en fin de séance qui vous demandera, si possible, de répondre au questionnaire de satisfaction. Donc, si vous avez 3 minutes pour y répondre, je vous remercie d'avance. Et je réponds à Sophie. Oui, il y a le replay sera disponible. Même chose, en général, il est en ligne assez rapidement. Et même chose, vous allez recevoir un mail automatique. Donc, vous allez retrouver et toutes les informations, les explications, enfin voilà, tout le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, alors le mail. Écoutez, je vous l'écris dans le fil de discussion. aesio.fr, c'est l'adresse mail dédiée à notre service prévention. Donc, voilà, ça peut toujours servir, que ce soit pour les bilans individuels. Si vous souhaitez vous inscrire à un autre webinaire, vous avez des difficultés, des questions, enfin, voilà, on est là pour ça et c'est vraiment une adresse mail dédiée. Donc, eh bien, écoutez, avec plaisir. Et Manon, encore une fois, merci beaucoup. À vous. Si tout le monde s'est exprimé, si tout le monde a pu poser ses questions, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt sur Prevaesio. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir Manon.